Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je suis accompagné de Bruno où on va faire une comparaison entre Pinterest Ads et Google Ads. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube on parle essentiellement de Pinterest Ads, mais là j'ai l'honneur d'accueillir Bruno aujourd'hui pour comparer ces deux plateformes. Bruno qui est expert sur Google Ads. Donc Bruno, je vais te laisser te présenter. Déjà, merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec grand plaisir, honneur partagé, merci à toi. Moi je m'appelle Bruno Guyot, je suis consultant indépendant depuis une paire d'années. Je sais plus exactement, j'ai perdu le fil depuis le temps. Et je fais effectivement tout ce qui va être lié à Google en fait. J'ai plusieurs casquettes en tant que prestataire. Je suis spécialisé en tracking, donc je suis spécialiste sur les solutions telles que Google Analytics, y compris la dernière version, mais aussi Google Tag Manager, qu'on va beaucoup utiliser pour mettre en place les trackings, qu'ils soient d'ailleurs ceux de Google ou ceux de Pinterest. Donc ça, c'est ma casquette prestataire. Et puis, j'ai aussi une casquette formateur, puisque, comme toi d'ailleurs, je fais des formations sur tout ce qui va être lié à Google Ads et aussi tout ce qui est partie tracking. Donc voilà dans les grandes lignes, j'ai un associé avec qui on partage tout depuis une paire d'années aussi, il s'appelle Blaise Raymondin, donc on a créé la marque entre guillemets Blaise et Bruno. Et puis voilà, on se présente comme un duo d'entrepreneurs, de freelance, à mi-chemin entre l'agence et puis le consultant tout seul finalement. Voilà dans les Ok, grandes lignes. J'ai bientôt 40 balais, j'ai deux gamins, voilà. génial. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous faire une overview, nous présenter Google Ads, les différentes fonctionnalités? Là, on va s'adresser principalement donc sur la chaîne YouTube, il y a une audience qui est plus axée sur les e-commerce. Donc, est-ce que tu pourrais faire une overview de Pinterest, l'audience qui est présente, comment ça se passe sur la plateforme, est-ce que c'est facile de se lancer? Donc, je te laisse nous partager une petite présentation de Google Ads, même si Google Ads est le moteur de recherche le plus connu. Et ce qui va être intéressant, c'est de vraiment comparer ces deux plateformes, parce que c'est Pinterest un moteur de recherche visuel et Google Ads un moteur de recherche classique dont tout le monde connaît. Donc voilà, je te laisse présenter Google Ads, après je pourrai enchaîner avec Pinterest. Ça marche. Écoute, Google Ads, c'est évidemment avant tout faire de la publicité sur Google, le moteur de recherche. C'est le moteur de recherche leader mondial. En Europe, il a une part de marché qui est quasiment toujours au-dessus de 90%, voire même encore un peu plus, 95% selon les pays. Donc, généralement, tout commence par une recherche Google dès lors qu'on a besoin d'informations ou aussi qu'on a besoin d'un produit ou d'un service. Et c'est généralement, ça c'est ce que je peux constater, au niveau de la plupart des entreprises, c'est le premier endroit où elles vont aller se positionner, parce que c'est aussi le plus évident. Donc la plateforme Google Ads, d'un point de vue e-commerce, elle va te permettre d'aller acheter des mots-clés et de pouvoir positionner des annonces textuelles dans Google. Ça marche très bien. Elle va aussi te permettre de pouvoir acheter des emplacements publicitaires shopping. Et là, on va se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on a sur Pinterest, c'est-à-dire un format avec un visuel. Il y a aussi le prix, les délais de livraison, etc. Donc, et c'est toujours en très très bonne place dans les pages de résultats. Dès lors que tu fais une recherche pour un produit, quasiment le premier emplacement qui arrive, ça va être un emplacement shopping. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très prisé, très important pour tout ce qui va être e-commerce. Maintenant, Google Ads, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le moteur de recherche Google, ça va être aussi YouTube. Et puis notamment dans un contexte e-commerce, on va avoir des emplacements publicitaires privilégiés pour promouvoir nos produits en fonction de la vidéo qui va être diffusée. On pourra, par exemple, voilà, dès lors qu'il y a un avis, un unboxing sur un produit que nous, en tant qu'e-commerçants, on vend, on va avoir la possibilité aussi d'aller se positionner très très proche de ces vidéos-là et donc d'avoir une pertinence qui va être maximum. C'est aussi un réseau display. Donc en fait, le réseau display de Google, c'est tout un tas de sites web qui n'appartiennent pas à Google, mais les propriétaires de ces sites web ont décidé de monétiser leur audience. Donc ils vont essayer de gagner de l'argent avec de la publicité, et en fonction du volume de trafic qu'ils vont avoir sur leur site, plus il y a de trafic, plus ils vont gagner d'argent. Donc il y a cette partie réseau de display de Google qui est vraiment quelque chose d'extérieur à Google, mais que Google nous met à disposition, notamment avec des ciblages basés sur les audiences. Et puis on va aussi avoir Gmail, quelque part, qui est aussi un emplacement assez intéressant. Et puis on va aussi avoir depuis un peu plus récemment un emplacement qui s'appelle Discover et qui va te permettre d'aller diffuser de la publicité dans un
un fil d'actualité de contenu personnalisé sur mobile. Voilà. Donc globalement, tu vas avoir tous ces emplacements qui sont disponibles. Et puis Google, évidemment, il est très, comment dire, il fait tout ce qu'il peut pour croquer un maximum de budget publicitaire au niveau du e-commerce. C'est d'ailleurs la grande bataille aussi avec Amazon. Donc voilà, dans les grandes lignes, Google Ads, c'est parfaitement adapté au e-commerce avec plein d'emplacements différents. Certains formats visuels qui sont évidemment beaucoup plus adaptés au e-commerce que des annonces textuelles simplement. Je dirais dans les grandes lignes, voilà, ça permet de présenter globalement ce qu'il est possible de faire, puis on rentrera un peu plus dans le détail après peut-être. Génial. Et par rapport à ça, du coup, un e-commerce qui souhaite se lancer sur Google, quelle doit être sa répartition, donc une marque qui est pas forcément connue, entre la partie shopping, display, entre toutes ces différentes fonctionnalités, parce qu'il y en a beaucoup et je pense qu'il faut pas se perdre au démarrage. Qu'est-ce que tu conseilles au démarrage pour démarrer dans la bonne direction, juste en quelques phrases? Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a un nouveau type de campagne qui est sorti. Alors bon, il a bientôt 1 an, hein, il est plus si nouveau que ça, mais on en parle beaucoup cette fin d'année. C'est un format qui s'appelle Performance Max, et c'est un type de campagne qui est notamment bien adapté au e-commerce, pas seulement, mais notamment pour le e-commerce, très adapté. On va pouvoir lui fournir un flux de produits. On va pouvoir lui fournir des URL de notre site, on va pouvoir lui fournir des images, des titres, des descriptions, etc. Et en fait, la proposition de valeur de ce nouveau type de campagne, c'est de dire, finalement, tu as tout Google en un seul type de campagne. Si tu utilises ce mode de campagne, tu seras diffusé en search, donc des annonces textuelles dans le moteur de recherche. Tu seras diffusé en shopping, donc les annonces visuelles avec les images dans les résultats de recherche, mais aussi sur YouTube et aussi sur le display. Et finalement, tu vas pouvoir profiter de l'ensemble de tous nos emplacements Google avec un seul type de campagne. Donc ça, je dirais que ça peut être un bon point de départ pour commencer. Et puis après, il y a l'autre manière de faire qui sera plus finalement manuelle et segmentée, où on va se dire on va plutôt lancer un type de campagne sur un réseau spécifique, et on va maîtriser, on va contrôler la répartition sur les différents budgets, et on va aussi décider d'aller avant tout sur un emplacement avant d'aller sur du display ou d'autres choses qui vont être en théorie moins performantes. Donc il y a ces deux approches qui cohabitent aujourd'hui. L'approche tout est facile, tu nous donnes tout, on s'occupe de tout. Et puis l'autre approche qui est de dire ok, j'ai plus de contrôle, je maîtrise. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va être le plus adapté? Ça va dépendre finalement du client, ça va dépendre du e-commerçant. Si c'est quelqu'un qui se lance et qui n'a pas beaucoup de budget, ce sera plutôt l'approche segmentée manuelle, d'aller d'abord sur shopping, qui est le meilleur format pour le e-commerce, d'aller ensuite sur du search, qui est aussi intéressant parce que tu as cette notion d'intention de recherche, chose qu'on a d'ailleurs en commun avec Pinterest, on en reparlera. Et puis ensuite, voilà, dans un troisième temps, tu vas pouvoir monter une petite campagne display pour faire du remarketing par exemple. Tu pourrais aussi monter une petite campagne vidéo pour aller diffuser sur des vidéos qui vont être intéressantes ou auprès d'une audience spécifique qui correspond à ton type de client idéal. Voilà dans les grandes lignes. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Très bien, oui, ça répond parfaitement à ma question, donc c'est top. Là, je vais présenter de mon côté Pinterest, comme ça on va pouvoir démarrer la comparaison. Donc Pinterest, comme Google, c'est un moteur de recherche, mais on est plus axé sur la partie visuelle. C'est vraiment ça qui fait la particularité de la plateforme. C'est une sorte de Google Images améliorée, Pinterest. Faut le voir comme ça. Donc les personnes recherchent des idées d'inspiration. Donc il y a des thématiques phares sur la plateforme. De base, la plateforme elle a été créée pour la thématique de la déco. Après, ça s'est étendu dans la mode, la beauté. Maintenant, c'est très large. Il y a vraiment des typologies de produits très larges et très variées. Donc c'est une plateforme avec une audience aussi particulière, on en parlera aussi. Google c'est peut-être un peu plus large par rapport à ça, mais Pinterest c'est une audience qui est majoritairement féminine. Il y a plus de 60-70% de femmes sur la plateforme. C'est une plateforme qui est amenée à devenir une plateforme shopping, donc il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. La fonctionnalité shopping est arrivée il y a 1 an et demi, 2 ans, et on a de superbes performances dessus, à la fois sur la partie organique et publicitaire. Donc sur Google aussi il y a la partie Google SEO, Google Ads. Sur Pinterest, c'est la même chose. On est vraiment sur des moteurs de recherche, donc la comparaison elle fait vraiment sens parce que c'est vraiment 2 moteurs de recherche, c'est juste des plateformes qui sont différentes. En termes d'audience, on a une audience qui est un peu plus petite comparée à Google, mais derrière c'est une audience qui est plus féminine et qui arrive avec une intention d'achat. Donc les personnes sont vraiment là pour ça.
Donc ouais, globalement la répartition, c'est une audience qui est CSP+, et il y a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager, Bruno, l'audience de Google, parce qu'elle est super large, mais je sais pas, je me suis jamais renseigné sur cette partie-là. Si on pourrait comparer les deux audiences entre Pinterest et Google. Déjà en termes de taille, c'est évident qu'on joue pas dans la même cour, mais ce qui est pas forcément un avantage, hein. C'est sûr. Donc en termes de taille, c'est clair que Google c'est le truc où tu as le plus d'audience tu peux pas avoir plus d'audience que sur Google a priori. Ça c'est un premier point. Et après, quelles sont les audiences? Alors effectivement, tu as tout le monde en fait. Tu as tout le monde qui va sur Google ou presque. On va dire que les seniors, de manière générale, ils vont être un peu plus sur Bing, voilà, tu as aussi les seniors sur Google. C'est juste que voilà, sur la population des seniors, on sent qu'il y en a un peu plus sur Bing en proportion, mais dans l'ensemble, tu peux toucher tout le monde. Et puis surtout, ce qui est intéressant, mais c'est aussi quelque chose qu'on a sur Pinterest, c'est que finalement, j'ai envie de dire, peu importe qui est l'audience, à partir du moment où tu as une intention qui est exprimée, à ce moment-là, l'audience, elle va être moins importante. Je dis pas que l'audience n'est pas importante et qu'il faut pas s'en préoccuper, notamment dans un contexte où on a un petit budget. Ça va être intéressant d'aller cibler des gens qui font des recherches spécifiques et en plus une deuxième couche de ciblage qui correspondent à une audience bien particulière. Alors ça peut être âge, sexe. Ça peut aussi être tout un tas d'audiences thématiques qui sont générées par Google. En fait, Google, il a plusieurs types d'audiences qui va nous permettre de toucher. On va avoir des audiences basées sur de l'affinité, donc des habitudes, des comportements. Ça, c'est pas intentionniste. C'est des campagnes d'intérêt ou c'est encore différent? Non, c'est la possibilité de toucher des gens en fonction de leur intérêt. Okay. Mais c'est souvent des intérêts au sens large, c'est pas forcément les meilleures audiences. Par contre, ils ont tout un tas d'audiences qui vont être basées sur des intentions d'achat. En fait, Google va analyser l'historique de ta navigation, va analyser les recherches que tu fais sur le moteur de recherche, les vidéos que tu regardes sur YouTube, et en fonction de ça, tu vois, si par exemple d'un seul coup je me dis tiens, il serait temps que je me rachète un appareil photo, je vais aller regarder des avis sur YouTube et puis commencer à regarder des vidéos d'appareils photo, et automatiquement Google va me classer et dire bah tiens, cette personne-là, elle est sur le marché. Elle a une intention d'achat appareil photo, et dès lors, je deviens disponible dans les audiences de Google pour être ciblé par des gens qui voudraient me vendre un appareil photo. Donc on va avoir des audiences comme ça. On va aussi avoir des audiences qu'ils appellent les audiences démographiques avancées, donc où tu vas pouvoir cibler des personnes en fonction du domaine d'activité dans lequel ils travaillent, ou en fonction... il y a tout un tas de critères démographiques avancés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir les événements de la vie. Si par exemple tu as déménagé il y a pas longtemps, ou alors si tu attends un enfant. Donc en fait, finalement, il y a tout un tas d'audiences différentes qui vont être utilisables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir les combiner. Par exemple, j'ai envie de toucher quelqu'un qui est sur le marché pour un appareil photo. Je veux que ce soit une femme entre 35 et 40 ans et qu'elle ait déménagé il y a pas longtemps. Enfin, ça a pas trop de sens de dire ça. Mais c'est pour dire à quel point on va pouvoir combiner les choses. Et ensuite, derrière, on pourrait éventuellement avoir une audience combinée de plusieurs critères qu'on va coupler avec du ciblage mots-clés pour être sûr vraiment d'être focus et d'aller vraiment chercher les bonnes personnes. Ok, génial. Pour faire le parallèle avec Pinterest par rapport à ça, donc il y a deux types de ciblage possibles. Donc il y a la partie ciblage par intérêt et la partie ciblage par mots-clés. Nous, on préfère dans les campagnes les séparer les deux parce que pour analyser derrière, c'est assez compliqué quand on a un peu du mélange des deux, et des fois ça va dépenser tout sur les intérêts, des fois tout sur les mots-clés, des fois sur un seul mot-clé alors qu'on en a mis une trentaine. Donc globalement, il y a ces deux types de ciblage. Et une chose qui est importante sur Pinterest, qui est peut-être moins sur Google, en tout cas sur la partie Google Ads classique, c'est la partie créative. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel. Il y a un réel travail à faire sur le hook, donc tout ce qui est scroll stopper, parce qu'on est sur une plateforme justement où les personnes scrollent beaucoup et elles sont en phase d'inspiration. Donc il faut vraiment mettre un accent sur cette partie créa. Alors que sur Google, si vous avez pas de créa, vous pouvez largement vous en sortir parce que vous avez logiquement, les personnes peuvent cliquer sur le lien directement sans avoir de créa en amont, sans faire ce travail de marketing sur la partie créative. Sur Pinterest, sans bonne créa, c'est très difficile de performer. Donc ça, c'est super important de faire un bon travail sur cette partie créative, et des fois des créas même toutes simples, vraiment des
des créas lifestyle qui montrent le produit en action. Donc il y a différents formats, il y a le format statique, vidéo, carrousel. Donc ça, à ce niveau-là, ça se rapproche de Facebook, plus de Facebook Ads sur cette partie créa-là. Mais par rapport à la plateforme, c'est plus une sorte de Google Images améliorée en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis après, il y a la partie shopping. Donc si là, on devrait comparer Pinterest Shopping et Google Shopping, je pense qu'on a beaucoup de similitudes parce que souvent nous de notre côté pour nos clients on plug le flux shopping le même entre Google et Pinterest, donc on a un flux d'images qui est disponible sur le catalogue Pinterest, et si une personne cherche admettons un canapé qui serait gris, elle va cliquer sur ce canapé gris sur une créa Pinterest, et derrière elle va avoir des suggestions avec le prix de tel ou tel canapé, un canapé chez Leroy Merlin, un canapé chez La Redoute, et derrière elle va pouvoir choisir le canapé en fonction de ses besoins, en fonction de l'image qui a déjà été sélectionnée. Donc en plus il y a différentes fonctionnalités qui arrivent. Il y a Shop the Look, donc typiquement vous prenez en photo votre canapé ou un canapé que vous voyez chez un ami et vous souhaitez avoir le même chez vous. Derrière Pinterest, grâce à une intelligence artificielle, arrivera à proposer des créas et des produits exactement les mêmes. Je crois que Google, ils ont sorti Google Lens, si je dis pas de bêtises, oui. qui fait la même chose. Je sais pas si tu en... C'est bien ça? Oui, tu vas effectivement pouvoir prendre en photo ce que tu as envie, et ensuite dedans tu vas pouvoir même réduire, et en fonction de ça il va aller te chercher des choses similaires, ouais. Ouais, donc ça c'est top. Ça c'est vraiment top parce qu'on arrive vraiment sur des prospects qui sont très chauds, ils veulent vraiment acheter le produit, ils sont juste vraiment dans la dernière étape d'achat où ils choisissent entre telle ou telle boutique e-commerce. Donc ça c'est super intéressant. Après, que rajouter de plus concernant le cycle d'achat, quelque chose qui est super important, c'est vraiment différent à ce niveau-là. Sur Pinterest, on va être beaucoup plus en amont. On est vraiment sur des personnes qui ont pas encore d'idée exacte sur quel produit, enfin si elles vont partir sur tel ou tel produit. Du coup, elles vont sur la plateforme pour trouver des idées d'inspiration. Donc, on est beaucoup plus en amont de l'achat, que ce soit même des fois 1 mois ou 2 mois en avance. Donc, une personne, admettons, qui va se marier, elle va aller sur Pinterest d'abord pour trouver des inspirations, admettons, de robes de mariée. Et après, pour finaliser l'achat, souvent, une fois que les personnes ont vraiment choisi la marque, là, elles vont passer par Google. Donc là, il y a vraiment une grosse différence. Sur Pinterest, on est vraiment beaucoup plus en amont de l'achat comparé à Google où on est sur un cycle d'achat beaucoup plus court. Donc, est-ce que tu le remarques de ton côté aussi, Bruno, de ton côté? Oui, c'est sûr. Nous, si tu veux, pour le e-commerce, ce qu'on dit aux clients, c'est si t'as pas énormément de budget, tu commences par shopping. Pourquoi? Parce que il y a des études qui ont été faites et on constate que sur une recherche pour un produit, les gens qui vont cliquer sur les emplacements shopping seront ceux qui seront vraiment le plus en bas du tunnel, ils seront vraiment le plus avancés, ils sont quasiment mûrs pour acheter maintenant. Alors que éventuellement ceux qui iraient sur les annonces textuelles le sont un peu moins. Mais effectivement, c'est aussi la grande force de Google, et c'est pour ça aussi que c'est sans doute le canal de diffusion le plus cher de tous, c'est que il te donne accès à des gens qui sont chauds maintenant. Et du coup, ça peut être intéressant de dresser un parallèle avec quelle stratégie finalement pour un e-commerçant entre les arbitrages Google, Pinterest. Je pense que les deux sont intéressants. Nous, ce qu'on dit aux clients, c'est quand tu démarres, t'as pas énormément de thunes et tu vas devoir rentabiliser ton argent le plus vite possible, et donc tu vas devoir aller te mettre sous les yeux des gens qui ont une intention d'achat immédiate. Donc tu commences par du shopping, et puis une fois que tu maîtrises ce canal-là, que c'est rentable, alors tu vas pouvoir commencer à remonter l'entonnoir. Finalement, au début, tu vas vraiment là, tout au bout, tu dois rentabiliser ici, et puis ensuite ça va s'auto-financer, et ensuite tu vas pouvoir débloquer des nouveaux budgets, puis tu vas remonter dans ton entonnoir. Donc si je reste cantonné à ma partie Google, c'est le moment où on va lui dire, tiens, on va pouvoir éventuellement tester un peu de Performance Max qui va diffuser sur tous les réseaux, ou alors on va aussi pouvoir monter une campagne de search à côté, pourquoi pas tester un petit peu de display ou du smart display pour essayer d'aller trouver des personnes sur la base de visuels mais sans intention, et finalement remonter l'entonnoir. Et finalement, si on raisonne en termes de Google plus Pinterest,
j'aurais assez tendance à dire, faut commencer par Google pour aller vraiment tout en bas. Et finalement, l'étape suivante, peut-être même avant de commencer à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus sur Google? Ça aurait peut-être même encore plus de sens de se dire, qu'est-ce que je peux aller faire sur Pinterest plutôt? Parce que là encore, on va remonter un tout petit peu dans l'entonnoir, mais il y a quand même de l'intention, il y a de l'inspiration. Et comme tu le dis, je pense que il y a des domaines de prédilection. Typiquement, tu parlais de mariage, mais c'est une évidence en fait. Quelqu'un qui prépare son mariage, il va aller sur Pinterest, il va se faire ses petits tableaux, il va mettre un tableau pour les robes de mariée, un tableau pour la décoration, un tableau pour la salle, un tableau pour l'ambiance. Et là, c'est clair que c'est extrêmement pertinent et ça peut être intéressant de toucher les gens quand ils sont à ce moment-là de la réflexion, même s'ils sont pas encore mûrs maintenant. En se positionnant à cet endroit-là, on obtiendra une affinité un peu plus tard, au moment où la personne cherche vraiment à acheter. Exactement. Et vu que sur Pinterest, on a des personnes qui sont quand même dans une intention d'achat, les personnes sont là pour acheter, c'est juste que le cycle d'achat il est un peu décalé, donc ça fait sens. Et aussi sur Pinterest, parce qu'il faut faire, c'est vraiment démarrer sur des campagnes au démarrage de conversion ou des campagnes shopping pour vraiment rentabiliser les premiers euros que vous allez investir au démarrage. C'est super important parce qu'il y en a des personnes chaudes aussi sur Pinterest qui sont prêtes à acheter. Après, ça dépend de la typologie des produits, ça dépend aussi du prix du produit. Donc il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dès que vous allez vouloir remonter dans l'entonnoir, justement, aller sur des plateformes aussi comme Pinterest, c'est intéressant pour aussi avoir des coûts publicitaires beaucoup moins chers. Parce qu'un Google sera quand même plus cher que Pinterest. Sur Pinterest, c'est l'une des plateformes les moins chères de toutes. Et du coup, ça peut être intéressant avec un faible budget de toucher des milliers de personnes sans souci, alors que sur Google, ça va être un peu plus compliqué. Donc dès que vous allez vouloir remonter un peu l'entonnoir du funnel, et à un moment, dans tous les cas, si vous voulez scaler, si vous voulez dépenser plus de budget, toucher plus de personnes, vous allez être vraiment obligé de faire ça. Et c'est intéressant d'aller taper des plateformes alternatives, dont Pinterest typiquement, qui est une plateforme où il y a une intention d'achat qui est réellement présente. Donc top. J'ai même envie de dire et de compléter par rapport à ça, c'est que si tu es dans un domaine d'activité qui est vraiment très visuel et sur lequel les gens sont vraiment en recherche d'inspiration, je pense aux vêtements, je pense au mariage, encore une fois, tu as totalement raison. On peut aussi partir sur la décoration de maison. Tu disais qu'à la base, c'est vrai que la plateforme, elle avait été créée pour ça, mais on peut aussi penser aux aménagements de jardin. Il y a tellement de choses en fait sur lesquelles le visuel va être important. Si vous êtes dans une activité visuelle comme ça, et si vous n'avez pas énormément de budget, ça peut presque même valoir le coup de commencer par Pinterest. Parce que justement c'est pas cher, parce que justement il y a aussi de l'intention, même si c'est pas encore extrêmement en bas de l'entonnoir. C'est vrai que la compétition sur Google elle est terrible, Ouais. et finalement c'est difficile d'être rentable en fait, à moins d'avoir vraiment tout qui soit vraiment impeccable. Il faut que l'utilisabilité du site soit parfaite, il faut que l'offre soit bien présentée, bien habillée, bien empaquetée, il faut que le prix soit bon, et finalement il faut aussi que les marges soient assez intéressantes, parce que tu dépenses tellement en acquisition parce que ça coûte très cher, t'as vite fait de payer un clic, alors ça va dépendre des industries. Là je travaille avec un client qui fait il fait des étagères spéciales pour tout ce qui va être livres, CD, etc. Donc c'est assez visuel, ça touche aussi à la décoration de maison. Et je vois, tu payes ton clic entre 2 et 3 euros. Donc c'est sûr que dans ces conditions-là, il faut que ton site il transforme énormément pour que ça puisse être rentable. Et puis ça demande aussi une certaine maturité entre guillemets, mais ça va être aussi dépendant du business model. Là, je repense à mon client. Lui, c'est du one shot. Il va vendre un produit. Les gens ont installé les étagères sur le mur. Il y a très peu de chances que tu revoies ce client, parce que finalement, c'est des achats one shot. Donc, ce qui va être intéressant, je pense, et là, on rentre un peu déjà dans la stratégie du e-commerce. Moi, je dis toujours que généralement, la première commande, elle est pas rentable, et en fait on commence à être rentable avec un client au bout de la deuxième. Et ce que je constate dans les faits, parce qu'on travaille aussi avec des e-commerçants, même si c'est pas forcément ce qu'on prend le plus, on est plus axé sur la génération de prospects chez nous, mais ce que je constate, c'est que dans la majorité des business, des e-commerce, en tout cas de 0 à 50 000 de chiffre par mois, tu prends leur fichier client et en fait tu te rends compte que 99,7% des clients ont commandé une fois, et c'est tout, et ils sont jamais revenus en fait. Et c'est vrai que quand tu veux aller faire des choses sur Google et les faire correctement,
je pense que c'est déjà important d'avoir une certaine maturité et d'être capable de se dire, bah, j'ai tout mis en place pour que mes clients reviennent plusieurs fois. Et même si je gagne pas trop d'argent sur la première commande, c'est pas grave parce que j'ai créé un client et derrière, je sais que j'ai une machinerie marketing avec de l'emailing notamment, du contenu, des recommandations qui fait que le client va revenir 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois et que je serai rentable à la fin du jour. Mais c'est clair que si tu vas sur un domaine très compétitif, où les clics sont très chers, avec un site qui est pas extraordinaire parce que tu te lances puis que tu n'avais pas eu un budget fou pour pouvoir créer ton site à ce moment-là, potentiellement, c'est pas impossible de ne pas réussir à être rentable sur Google Shopping et que ce soit pas le meilleur choix pour démarrer. En termes de budget minimum pour démarrer sur la suite Google, qu'est-ce que tu conseilles pour une personne qui a pas énormément de budget, qui a, admettons, un budget global de 2000 euros? Est-ce que c'est possible sur 2000 euros par mois, est-ce que c'est possible de démarrer sur Google avec ces budgets-là, ou ça va être trop restreint si on paye des clics à 2 euros directement? Alors c'est une bonne question. Bon, déjà, faut savoir que toutes les industries n'ont pas des CPC à 2-3 francs, 2-3 euros. Tu peux aussi avoir des industries avec des clics qui sont nettement beaucoup moins chers. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est le budget que tu vas avoir, peu importe ce qu'il est, c'est juste que si tu démarres avec un petit budget, alors un petit budget, clairement, 1000 balles par mois, c'est un petit budget. On va se le dire. 2000 balles, ça reste un petit budget, c'est déjà quand même, t'as plus les moyens de travailler. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que quand t'as pas beaucoup de budget, tu démarres, mais tu démarres pas sur tout ton catalogue, et tu vas pas forcément démarrer non plus sur toutes les zones géographiques. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller utiliser l'analytics, par exemple, puis de constater sur tes ventes passées, alors à moins que le e-commerçant démarre, évidemment, mais s'il a un tout petit peu d'antériorité, un tout petit peu d'historique, on peut essayer d'analyser les zones sur lesquelles il vend déjà bien, de cibler celles-là en priorité, et puis c'est un peu pareil, on va dans l'analytics, on va regarder le 20% des produits qui génèrent 80% des revenus, et on va commencer à diffuser de la publicité sur ceux-là. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus facile d'aller amplifier un truc qui marche déjà et qui a du succès, que d'aller développer un truc qui n'a pas forcément de succès déjà préalable. Et du coup, le budget n'est pas tellement la question, c'est juste que moins tu as de budget et plus tu vas être sélectif et restrictif au départ dans ce que tu vas lancer. Et puis, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, l'objectif c'est que ça s'autofinance de manière rentable. Et ensuite, tu vas aller chercher du budget supplémentaire pour lancer des nouveaux tests sur des nouvelles gammes de produits, des nouvelles catégories que t'as pas lancées ou des zones géographiques sur lesquelles tu n'as pas encore été parce que t'avais pas le budget pour aller largement en fait. Et pour une personne qui débute, parce que sur Pinterest, typiquement, même il y a des personnes qui démarrent avec 5-10 euros par jour et qui arrivent à être rentables, et après là elles démarrent. Sur Google, c'est impossible à faire ça, ou c'est très difficile? Peut-être ça dépend des niches. 5-10 euros par jour, honnêtement, c'est compliqué. C'est quand même vraiment très compliqué. Ouais. Je pense que, ça va dépendre du nombre de produits, ça va dépendre du coût par clic aussi, évidemment, de la compétition. Mais je dirais qu'en dessous de 20-30 balles par jour, c'est quand même très compliqué. Ouais. Tu vas avoir, si tu fais 5 clics par jour, tu vas pas aller loin finalement, puis tu vas pas apprendre grand chose non plus. Il va te falloir des semaines, voire des mois pour apprendre et pouvoir commencer à optimiser. Donc c'est clair que si on est sur des niveaux de budget comme ça, ce que je peux entendre, je veux dire quelqu'un qui a une activité principale, qui lance un e-commerce à côté, puis qui se dit je vais tester, je teste un peu avec mon argent avant de lancer une structure, etc. Lui, il sera complètement dans un système à 5-10 balles par jour maximum, ce sera déjà beaucoup pour lui. Et à ce moment-là, je pense pas que commencer par Google soit forcément la meilleure option avec des si petits budgets. Ouais, par rapport à ça, toutes les sources de, même Facebook, ça peut être difficile. Ce qu'il faut, c'est des sources de trafic alternatives. Donc, il n'y a pas que Pinterest, il y a Pinterest, il y a Snap, il y a TikTok. Ça peut être des sources intéressantes pour, justement, driver pas mal de trafic. Et surtout, avec ce trafic-là, vous allez avoir de la data. Du coup, vous allez pouvoir optimiser. Et ça, c'est bien, parce que si vous savez pas exactement où est-ce que ça bloque, ça va être compliqué par la suite d'optimiser, d'avoir des conversions. Donc là, c'est intéressant de passer par des plateformes comme ça. Et dans ce cas de figure,
démarrer par exemple avec Pinterest, faire ses premières ventes, et dès qu'on est rentable justement, on va bien se positionner sur Google, on va utiliser ce budget-là à bon escient sur Google pour derrière maximiser les conversions. Et à terme, l'objectif, le top, c'est vraiment d'avoir cette complémentarité entre différentes plateformes. Et vu que Google et Pinterest travaillent très bien ensemble, et c'est deux moteurs de recherche, je pense que la suite logique, c'est vraiment ça. Et nous, la majorité de nos clients, voire tous nos clients, on a du Google et du Pinterest qui tournent en parallèle, parce que ça fait partie du cycle d'achat. Clairement, les personnes viennent sur Pinterest et après elles vont nous rechercher sur Google. Donc il faut être vraiment présent sur ces deux plateformes. Après, tu vois, alors c'est intéressant, j'aimerais rebondir un peu sur ce que tu dis. Si je me place dans les baskets d'un e-commerçant qui a pas trop de revenus, puis qui est vraiment en phase de lancement, en phase de test aussi, voir si ça va marcher, s'il y a un market fit. Ce qui va être intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on paye. On paye pour de la publicité et pour des résultats à très court terme. On veut qu'on investisse de l'argent pour faire de la pub et puis que derrière ça rapporte du chiffre d'affaires rapidement. Mais il n'y a pas que ça en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue stratégique, on paye pour des résultats à court terme, mais on paye aussi pour de la connaissance client et de l'accumulation de données. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans un cadre où on n'a pas beaucoup de budget, où on pourrait démarrer sur Pinterest, parce que comme tu l'expliquais très justement, c'est une des plateformes qui est la moins chère du marché et qui est pourtant extrêmement intéressante de par les personnes qui constituent son audience. Ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer d'apprendre qui va être notre client idéal. Et finalement, dès qu'on commence à faire quelques ventes sur Pinterest, j'imagine que, comme sur Google ou Facebook ou n'importe quelle plateforme publicitaire, tu vas avoir ce qu'on appelle de l'audience insight et tu vas être capable de voir que finalement, les gens qui ont acheté tes produits, ça va plutôt être des femmes qui sont entre 35 et 45 ans. Tu peux peut-être même avoir encore quelques insights de plus. Par exemple, ces gens ont plutôt une affinité pour tel truc ou alors pour tel autre truc. Et en fait, l'idée, ça va être de dresser un portrait robot basé sur les données de qui est notre client idéal. Et ça va nous aider aussi quand on va vouloir se lancer sur Google, parce que finalement, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on démarre, et notamment avec pas des budgets gigantesques, ce qui va être intéressant, c'est de restreindre. Donc je parlais de restreindre le catalogue produit, tu vas sur ton 20-80 pour commencer. Je parlais de restreindre les zones géographiques, tu vas dans les zones géographiques où ça fonctionne le mieux. Mais il y a aussi l'aspect audience, c'est-à-dire que, comme j'expliquais, d'un côté, tu as ces ciblages qui sont basés sur de l'intention de recherche, que tu vas pouvoir coupler avec un ciblage d'audience. Et typiquement, tout ce que tu as appris sur Pinterest, sur ton audience, tu vas aussi pouvoir l'appliquer dans ton Google Ads quand tu démarres, en restreignant et en se disant, par exemple, voilà, moi, mon succès, il est clairement sur les femmes de 35 à 45 ans. Je vais diffuser ma publicité à ceux qui ont des intentions de recherche pertinentes par rapport à ce que j'ai à vendre, et qui sont des femmes entre 35 et 45 ans. Et du coup, tu restreins encore une fois ton entonnoir et ça te permet d'aller taper avec ton petit budget sur tous les segments qui sont les plus performants, les meilleurs produits, les meilleures zones géographiques, les meilleures audiences. Et ça a totalement du sens. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir utiliser les plateformes ensemble intelligemment. Ouais, complètement. Je te rejoins complètement par rapport à ça. Et je voulais parler rapidement avec toi de cette partie mots-clés sur Google, parce qu'il y a beaucoup cette notion d'exclusion de mots-clés. Sur Pinterest, elle est quand même moins présente. Comment ça se passe concrètement, cette partie-là? Parce que je sais que, j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi Google, si on le drive pas assez, il va dépenser sur les mauvais mots-clés. Comment tu gères ça juste en quelques minutes pour expliquer rapidement le concept? Alors effectivement, l'idée, c'est de dire, on est au courant des recherches sur lesquelles notre publicité a été diffusée et on est au courant des intentions de recherche sur lesquelles les gens ont cliqué et encore un peu plus loin sur lesquelles ça a converti. Donc finalement, l'intention de recherche, ce qu'on appelle le terme de recherche sur Google, c'est un point central qui va nous permettre d'apprendre et de voir qu'est-ce qui marche pas. Et puis, effectivement, on va accumuler les clics, on va avoir des tableaux de données dans lesquels on voit les vraies choses tapées par les gens. Et puis, en fonction des résultats, au bout d'un moment, si tu as dépensé 100 balles, et puis que tu as eu 100 clics, et puis que tu n'as pas eu de vente, et puis que tu vends un produit à 50 balles, forcément, il faut arrêter, parce que c'est pas rentable. Donc, tu as toute cette dimension qui est vraiment prépondérante, qui est une des premières choses à savoir faire sur Google, c'est de dire, je vais regarder qu'est-ce qui a été tapé dans le moteur de recherche et en fonction de ça, soit c'est bien, je veux en faire plus, soit c'est pas bon et je l'exclus. Donc ça, c'est
comment Google Ads a toujours fonctionné depuis 20 ans que ça existe. Maintenant, Google, malheureusement, alors toujours sous couvert de vie privée, hein, ils ont toujours des bons motifs pour nous enlever du contrôle. Ils nous cachent une partie de ces termes de recherche. Ça fait maintenant 2 ans, je pense. Et finalement, on va se retrouver avec des comptes dans lesquels on pourra voir 80% des choses tapées, et puis il y a 20% qui sont masquées. Et si on est dans un domaine, et généralement plus les coûts par clic sont élevés, plus Google nous en cache. C'est-à-dire que par moment, sur certains comptes, t'as seulement 40% des vraies recherches qui te sont accessibles, tout le reste est caché. Alors ils te disent que c'est pour la vie privée, mais c'est pas vrai. Le fait est que moins tu as cette information et moins tu peux optimiser, en tout cas moins vite. Tu vas être obligé de dépenser beaucoup plus avant d'avoir plus de certitude. Donc alors je sais pas comment c'est chez Pinterest, mais chez Google c'est clairement la plateforme nous enlève de plus en plus de contrôle, et l'impression que ça donne au niveau des professionnels de cette solution, c'est que l'idée c'est qu'ils fassent toujours plus d'argent en fait, c'est qu'ils nous mettent toujours un peu plus de bâtons dans les roues pour pas qu'on puisse contrôler, optimiser, et derrière eux ça leur fait toujours un peu plus d'argent parce que les phases d'apprentissage sont plus longues, parce qu'il faut dépenser plus pour avoir les mêmes données, voilà. Ça, par rapport à cette phase d'apprentissage sur Google, elle dure combien de temps à peu près? Peut-être ça varie beaucoup, je pense, en fonction des industries, des thématiques, etc. Mais tu observes une phase d'apprentissage de combien de jours? Ça dépend, je pense, aussi des fonctionnalités, hein. Une partie shopping sera différente d'une partie display. Mais quel est ton retour par rapport à ça? Ça dépend surtout du budget, en fait. Finalement, le budget, il va déterminer ta vitesse d'apprentissage. Si tu dépenses 500 balles par jour, tu vas apprendre énormément. Si tu dépenses 10 balles par jour, il va te falloir beaucoup de jours avant d'avoir quelques certitudes et puis d'avoir suffisamment de données pour savoir ce qui est bien ou pas. Et si on prend une moyenne à 50 € par jour, admettons, ça s'estimerait à combien de... Enfin, ça se parle en semaine, ça parle carrément sur 30 jours, voire 60 jours. C'est quoi l'ordre de grandeur? Si tu dépenses 50 balles par jour, je pense que... Alors ça va dépendre, tu vas avoir des mots-clés très très recherchés, puis ceux-là tu vas apprendre très très vite, et puis tu vas en avoir d'autres moins recherchés, puis il te faudra plus de temps. Mais je pense que 50 balles par jour, sur un mois, ça te fait 1500 de dépenser. Alors encore une fois, ça va dépendre du prix des clics. Si tu dépenses 1500 et que tu payes tes clics 30 centimes, t'en as beaucoup, et t'as beaucoup appris, et en 15 jours, t'as déjà vraiment beaucoup appris. Si au contraire tes clics sont à 4 balles, 5 balles, et on a des fois des coûts par clic, alors en e-commerce pas trop, mais en génération de prospects, on peut avoir des coûts par clic à 50 balles, 100 balles parfois, sur des niches très concurrentielles comme du crédit, comme des agences de marketing digital, des avocats, des plombiers, tout ça c'est des domaines qui sont extrêmement compétitifs. Donc ça va dépendre aussi du coût par clic, mais on va dire qu'à 50 balles par jour dans un domaine e-commerce moyen, au bout de 30 jours, tu as déjà quelques données qui te permettent de faire un travail d'optimisation. Ouais. Ok, génial. Parce que sur Pinterest, nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même plus un facteur temps. Nous, on a démarré des fois 300-400 € jour au démarrage, mais la phase d'apprentissage, elle dure dans tous les cas pendant les 7 à 10 premiers jours. C'est quand même, on a beaucoup de résultats en dents de scie. C'est l'algo, il se calibre, il fait beaucoup de tests, c'est normal. Mais sur Pinterest, c'est plus une notion en termes de temps. Même avec des gros budgets, ça va l'accélérer peut-être de 3 jours, mais ce sera pas non plus énorme. Alors que même avec des petits budgets, même avec 20-30 € par jour, on aura cette même phase d'apprentissage. Donc ça, c'est peut-être une différence qu'on peut notifier entre les deux plateformes. Alors oui et non en fait, si j'ose rebondir là-dessus. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, vraiment, dans Google Ads, tu as les deux approches. L'approche complètement automatisée avec Performance Max, et puis d'un autre côté, l'approche plus manuelle, plus granulaire avec des campagnes par canal. Le truc, c'est que si tu utilises Performance Max, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, Performance Max, c'est des campagnes qui sont complètement algorithmiques. Tu fais que lui donner des inputs. Tu lui donnes un flux de produits, des images, des titres, des descriptions. Et en fait, lui, il gère tout. Toi, t'as plus la main. Alors, il y a des choses qu'on peut optimiser qui sont différentes des autres campagnes. Mais dans l'ensemble, sur la diffusion et tout ça, t'as plus tellement la main. Et là, on est d'accord que, alors Google nous dit qu'il faut 4 à 6 semaines pour que ces campagnes soient stabilisées. Nous, on a testé et on a étudié à travers des dizaines de campagnes sur des dizaines de comptes, et on est plutôt entre 3 et 4 semaines en moyenne d'apprentissage. Et puis si vraiment tu as un petit budget, là on sera plutôt vers les 6 semaines comme Google le dit. Ouais. Ok, génial. Par rapport à ça, dernière question. Là, on prend le cas de figure d'un e-commerce qui veut faire de la valo sur sa marque et qui veut justement sortir une bonne valorisation.
et qui veut créer de la valeur autour de son e-commerce. Quelles seraient les stratégies à utiliser sur Google pour maximiser ça sur Google Ads? Quel type de campagne tu lancerais? Quelles actions seraient à mettre en place pour maximiser une valorisation et justement, s'il y a un potentiel rachat par la suite, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour maximiser cette partie-là? Alors c'est une question intéressante et je vois deux choses là-dedans. La première, c'est si tu as envie de revendre ta boîte. Si tu as envie de revendre ta boîte, il faut présenter la mariée de la meilleure manière possible. Et donc ça veut dire qu'il faut que la rentabilité soit maximum. Donc finalement, tu vas essayer de gonfler les chiffres le plus possible. Tu vas essayer d'aller choper le plus de chiffre d'affaires possible pour le meilleur retour sur investissement possible. Et donc voilà, c'est un peu une approche cost killer finalement. Tous les trucs superflus qui peuvent avoir un intérêt, mais tu vas les virer et essayer vraiment d'avoir les chiffres les plus affûtés possibles. Ça, c'est si tu veux évidemment revendre derrière. Maintenant, il y avait une autre question, en tout cas que j'ai perçue dans ce que tu me dis, c'est comment tu fais pour développer ta marque et la valoriser. Et là, on est clairement sur une autre stratégie. Pour moi, la stratégie, ce sera plutôt une stratégie de contenu sponsorisé. Et typiquement, ce qui marche le mieux, d'après moi, c'est tu fais des vidéos sur YouTube et tu boostes tes vidéos ensuite auprès d'une audience qui va être ton audience cible, évidemment. Et c'est par la création de contenu que tu vas vraiment réussir à valoriser ta marque, à mon avis. Après, c'est ma perception. Après, je fais un tout petit disclaimer, c'est que nous, clairement, chez Blaise et Bruno, on est des gars de performance, en fait, et on n'est pas du tout des gars de branding. Et on refuse quasiment toujours les mandats de branding parce que c'est pas notre cam, en fait. Nous, on se vend à la performance, en fait. On est des gars de performance, on va chercher du résultat. On essaye systématiquement d'avoir une offre qui va être indexée sur la valeur qu'on va amener. Ça peut être un pourcentage sur le chiffre d'affaires, un pourcentage sur la marge. Ça peut être un fixe avec des bonus en fonction de l'atteinte d'objectifs. Mais ça, c'est vraiment notre truc à nous. Et du coup, je suis pas le mieux placé pour parler de développer une marque, de branding, de notoriété. C'est pas forcément notre cam, ouais. Ça marche. Je te posais principalement la question parce que sur Pinterest, en fait, il y a une notion aussi de si on lance juste de la publicité sans faire un travail au minimum de créer des tableaux, créer des épingles et avoir un bon écosystème autour de Pinterest, on va avoir une déperdition en termes de publicité parce qu'il y a des personnes qui vont cliquer directement sur le profil de la marque et pas directement sur la publicité. Du coup, à ce niveau-là, on voit que cette partie au final organique, publicitaire et le branding, l'image de marque qu'on arrive à créer autour a un réel impact. Et je pense que c'est un peu moins le cas aussi sur Google, voire pas du tout, parce que on est sur un moteur de recherche où il n'y a pas cette partie visuelle qui est importante, mais sur Pinterest, en tout cas, il y a cette partie-là branding qui est intéressante. Et ça va aussi booster une valorisation d'entreprise aussi, d'avoir un bon compte Pinterest avec une partie organique qui est bien travaillée. Ça va aider la publicité et s'il y a une valorisation à terme à faire, ça va l'aider également. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc en tout cas, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette comparaison entre Pinterest et Google Ads. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les personnes qui hésitent encore entre se lancer soit sur Pinterest, sur Google, combiner les deux? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, un mot de la fin pour finir cette petite présentation? Écoute, excuse-moi. Je dirais que la publicité, c'est bien. La publicité, dans le monde actuel, il en faut. Après, il faut pas oublier les fondamentaux. Donc, avoir une bonne offre produit. Votre métier d'e-commerçant, c'est avant tout d'aller faire du sourcing, de trouver vraiment des bons produits, des bonnes offres. Ça, c'est vraiment ce qui fait que la publicité, elle va marcher ou pas, en fait. Et peu importe la plateforme. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, un e-commerce rentable, c'est un e-commerce dont la plupart des clients commandent au moins 2 fois, si ce n'est plus. Donc trouvez des moyens, même si ce que vous vendez c'est du one-shot, essayez de trouver des moyens de fidéliser les gens et de les faire revenir, parce que si vous faites que du one-shot, et peu importe la plateforme publicitaire que vous allez utiliser, les coûts ne font que monter. Aujourd'hui, Google, comme je l'expliquais, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais Pinterest c'est pas cher aujourd'hui, mais rien ne dit que dans 5 ans ce sera pas cher encore. On le voit depuis toujours, toutes les plateformes publicitaires, quelles qu'elles soient, les prix ne font que monter. Et en fait, plus elles sont anciennes et plus elles sont populaires, et plus ça monte vite. Donc Pinterest, c'est pas cher aujourd'hui, mais ça le sera sans doute prochainement, au fur et à mesure que les investissements vont aller là-dessus. Donc
pensez que l'acquisition c'est bien, mais la rétention c'est ce qui fait que votre boîte elle va survivre. Donc pensez à ça. Avant peut-être d'aller lancer de la publicité, mettez en place une machinerie marketing pour pouvoir fidéliser les gens, les intéresser, avoir un impact sur leur vie. On n'est pas là que pour vendre des produits, vraiment. Ayez ce mindset-là. Et après, peu importe par où vous commencerez, tout ne fait qu'évoluer de toute manière. Mais je pense back to basics et c'est important. Ça me tient à cœur de dire ça parce que on est dans un monde de la hype où finalement on te dit qu'avec de la publicité tu vas faire monts et merveilles, etc. Mais c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Tout est cher, tout est difficile. Et si on n'a pas les fondamentaux en place correctement, tu peux aller faire de la pub, mais tu vas aller au casse-pipe, tu vas dépenser trop d'argent, tu vas te bouffer la rentabilité, puis tu finiras par fermer ta boîte. Exactement. Merci beaucoup Bruno pour ce partage. Je te rejoins complètement. Même sur Pinterest, là c'est une plateforme pour l'instant. On a des coûts pub qui sont faibles, mais sur le long terme, moi je suis sûr dans 2-3 ans ce sera plus du tout la même chose. Ça deviendra une sorte de Facebook Ads avec beaucoup même une partie blocage qui sera plus importante, une partie avec des CPM qui vont monter en flèche. C'est normal, ça fait partie des courbes d'évolution de chaque plateforme. Donc tu fais bien de souligner ces points-là. La LTV c'est toujours et le panier moyen c'est toujours ça qui fait la vraie différence. Il faut vraiment revenir sur les basiques. Donc merci beaucoup Bruno pour ce partage. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur Google Ads, la partie tracking, freelance, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver Bruno? Alors j'ai un site avec un blog, mais il est tout pourri et puis ça fait un moment que j'ai rien publié. Je dirais que l'endroit où je publie le plus et où tu peux vraiment suivre mon actualité, ça va être sur YouTube, où je sors quand même assez régulièrement des contenus. Voilà, dans les grandes lignes. Après, je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn. J'essaie de pas trop passer de temps sur les réseaux en vrai, parce que ça prend beaucoup trop de temps et puis ça t'empêche d'avancer et d'atteindre tes objectifs, de rester focus. Mais voilà, je dirais sur YouTube, c'est vraiment là où je partage le plus. Puis en vrai, si tu tapes Bruno Guyot sur Google, tu trouves tout de suite et sans hésiter. Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup Bruno d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker et je mettrai tous les liens juste en description si vous voulez suivre tout le contenu de Bruno. Merci à toi Bruno et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Merci à toi. Bonne journée.